Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'une thématique dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, qui est la question de la place du safran dans le TDAH. L'objectif de cette vidéo, c'est d'aller peut-être un petit peu plus loin que les publicités que nous retrouvons sur les réseaux sociaux, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler du safran, de la place du safran au travers au final des publicités, et notamment d'une société qu'on retrouve beaucoup sur Facebook, Instagram et TikTok. Et donc l'objectif est un petit peu de faire le pour et le contre au travers des données de la littérature, étant donné que dans ces sociétés, dans ces produits, nous n'arrêtons pas de lire au final que c'est cliniquement prouvé, scientifiquement prouvé que le safran a des effets sur le TDAH. Donc mon objectif au travers de cette vidéo, c'est d'aborder justement cette grande question de, au final, est-ce vraiment efficace? Est-ce que c'est un complément alimentaire utile? Ou alors, au final, est-ce que c'est une grande attaque marketing pour nous vendre au final des gommes de safran? Donc, l'objectif, c'est évidemment de repartir ici de la littérature. Donc, je vais repartir des différentes études qui existent sur le sujet. Il faut savoir que ces études ne sont pas très nombreuses pour le coup, ce qui déjà devrait nous faire dire qu'il vaut mieux être prudent par rapport à la généralisation potentielle des effets du safran sur le TDAH, mais nous allons regarder ça ensemble. À noter que la majorité des articles sont disponibles entièrement gratuitement, donc on a un accès libre aux différentes études, donc évidemment n'hésitez pas à aller creuser par vous-même ces articles et à aller regarder un petit peu ce qu'il en est. Je vous mettrai les liens dans la vidéo. Première étude, c'est l'étude qui a été un petit peu révélatrice de la question du safran et du TDAH. C'est cette étude de Baziar en 2019 qui compare au final les effets du safran versus le méthylphénidate chez des enfants présentant des troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Cette étude a été menée sur 6 semaines, en double aveugle, 54 patients de 6 à 17 ans, ce qui en fait quand même un tout petit échantillon. C'est une des critiques d'ailleurs qu'on va pouvoir faire à ces différentes études, c'est la question de la taille des échantillons, et en plus sur des durées de traitement qui sont relativement faibles, puisqu'on est sur 6 semaines. Donc on ne peut pas évaluer les effets à long terme, mais il s'avère que avec le méthylphénidate, ils n'avons pas non plus beaucoup d'études qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Ici, il y a plusieurs biais qui sont importants, même si les résultats montrent que des thérapies court terme du safran dans cette étude sont aussi efficaces que le méthylphénidate, certains biais sont à noter. Première chose, je vous l'ai dit, la taille justement de cette étude qui porte sur 54 patients, ce qui n'est pas énorme. Et au final, cette question de l'absence d'un groupe placebo, c'est-à-dire des patients qui recevraient ni du méthylphénidate ni vraiment du safran, mais sans le savoir, pour voir l'effet placebo de base et justement pouvoir dégager l'effet réel du safran, du méthylphénidate par rapport à un élément placebo. De plus, il faut savoir qu'il y a un problème d'homogénéité assez importante dans cette étude, c'est que les 54 patients viennent tous d'une seule clinique qui se trouve en Iran. Je vais en reparler juste après parce qu'il s'avère que c'est un deuxième biais qui est quand même extrêmement important, c'est que l'Iran est sans doute le plus gros producteur et exportateur de safran au monde. Donc il y a une question peut-être de conflit d'intérêts, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, une population venant d'une seule clinique avec un tout petit échantillon sur une comparaison sur le court terme semble difficile pour aller apporter la question de l'efficacité réelle au même niveau que le méthylphénidate où nous avons littéralement des centaines d'études sur le sujet et d'apporter justement cet effet un peu, miraculeux qui viendrait complètement balayer l'utilisation du méthylphénidate aujourd'hui dans le traitement des enfants avec ou sans hyperactivité. Donc première étude qui est extrêmement intéressante puisqu'il nous faut des premières études pour nous montrer effectivement l'efficacité de certains éléments. Ici nous avons une piste, on se dit ok ça peut être intéressant, pouvons-nous au final répliquer cette étude sur des échantillons plus gros et retrouver au final des justement résultats tout aussi efficaces. Nous allons retrouver une deuxième étude qui, elle, a été publiée en 2021 et elle qui va comparer au final le méthylphénidate avec une combinaison de méthylphénidate et de safran.
Donc on va aller regarder cet élément qui est aussi très intéressant pour le coup. Malgré tout, nous avons encore une fois un échantillon qui est relativement faible, puisque nous avons que 70 enfants entre 6 et 16 ans, séparés en 2 groupes, donc 35 dans chaque. Le premier groupe va recevoir entre 20 et 30 mg de méthylphénidate, le deuxième va recevoir 20 ou 30 g de méthylphénidate plus du safran. Donc on va retrouver ces éléments, c'est méthylphénidate versus méthylphénidate plus safran. Il s'avère que les résultats montrent a priori au bout de 8 semaines, que les personnes qui présentent une combinaison méthylphénidate et du safran semblent avoir une meilleure efficacité du traitement sur la symptomatologie du TDAH par rapport aux personnes qui n'ont que du méthylphénidate. C'est extrêmement intéressant, ça veut dire potentiellement que certaines actions complémentaires du safran viendraient optimiser même l'efficacité du méthylphénidate, ce qui ne veut pas dire pour autant dans cette étude que le safran seul est efficace. C'est peut-être juste une optimisation de la prescription de base. Donc déjà, attention, et encore une fois, on est sur un petit échantillon. Nous sommes sur toujours une étude menée en Iran, il faut le savoir. Donc on est encore une fois dans ce cadre. Une seule clinique, encore une fois. Donc on a potentiellement un biais encore une fois, du recrutement, le biais de sélectivité et de l'homogénéité de cette population, qui peut, encore une fois, poser question. Mais il s'avère que nous avons quand même des résultats qui ont tendance à montrer quand même une efficacité potentielle supplémentaire, d'accord, du safran, comme on peut le retrouver, par exemple, dans les oméga 3. Troisième étude qui a été menée ici, toujours en Iran, efficacité du safran, on adjoint au méthylphénidate chez les adultes cette fois-ci. On montre ici effectivement que le safran va encore une fois augmenter l'efficacité de la ritaline chez les patients. Donc c'est extrêmement intéressant de voir qu'encore une fois on pousse la question du safran plus en combinaison le méthylphénidate et il semble que ça augmente encore une fois l'efficacité potentielle de la prise en charge. À aucun moment ici, on ne vous dit que le safran seul est aussi efficace que le méthylphénidate. D'accord ? C'est une combinaison des deux qui va nous amener à cette réflexion. Quatrième étude, qui est en fait la revue systématique, qui va reprendre les études qui ont été faites avant, d'accord, et nous dire qu'on a des essais cliniques qui ont été réalisés. Il faut savoir que cette étude, cette revue de littérature qui a été publiée en 2023, a encore été réalisée par l'équipe justement de l'université de Téhéran notamment et qui ont été faites encore une fois en Iran. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement ciblé à un moment à un pays, ce qui est un des biais les plus importants puisqu'au final ces études sont peu reproduites ailleurs qu'en Iran, d'accord ? Et effectivement, si on regarde un petit peu, les 4 études qui ont été prises en compte dans l'étude regroupent ne fût que 118 patients, ce qui n'est quand même pas encore énorme pour 4 études différentes. Les résultats semblent montrer que le safran comme adjuvant au méthylphénidate peut apporter des résultats. Ici, il le présente aussi comme une thérapie seule. Malgré tout, il n'y a qu'une seule étude en 2019 qui aujourd'hui montre effectivement un effet aussi efficace que le méthylphénidate, puisque les autres études sont des adjuvants au méthylphénidate et montrent peut-être un intérêt plus important. Donc, assez intéressant de voir au final qu'on n'est pas forcément sur une efficacité du safran seul, mais potentiellement sur une association avec le méthylphénidate. Une dernière étude, parce qu'elle est intéressante et qu'elle ne se passe pas en Iran, qui est l'étude de Blasco Fontecilla qui a été menée en Espagne et qui va notamment parler de l'efficacité du safran, des extraits de safran, le Safractive, qui est une marque déposée, d'accord, sur le TDAH chez les enfants. On se retrouve ici avec une étude qui n'est pas randomisée, je vais revenir dessus, entre 27 enfants qui ont du méthylphénidate et 36 qui ont du safran, entre 7 et 17 ans. Encore une fois, la question de la non-randomisation ici est importante, puisqu'en fait, on a proposé aux gens de dire est-ce que vous préférez prendre du méthylphénidate ou prendre du safran, ce qui fait que des personnes qui peuvent avoir une espèce de
réticence à prendre des médicaments et qui s'orientent sur le safran risquent d'avoir un biais cognitif qui est d'attribuer plus d'effets au safran parce qu'ils sont contre la médication. Et comme ils ont choisi cette option-là, évidemment, c'est un biais qui, normalement, dans les études d'efficacité sur les médicaments ou sur toute autre, substance, est quand même assez important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui attribuer une crédibilité à ces résultats dans ce cadre simplement parce que justement on a laissé le choix aux gens entre une médication et des aspects naturels et que des biais cognitifs peuvent naturellement se mettre en place. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on va retrouver par exemple que le safran est beaucoup plus efficace pour traiter l'hyperactivité, là où le méthylphénidate est plus effectif sur les symptômes d'inattention. Pourquoi je vous le mentionne ? Parce qu'on va en reparler juste après. Alors, évidemment, là, en plus, on est sur une présentation d'une marque en particulier qui est Safractive. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il peut aussi y avoir justement des conflits d'intérêts quand on défend une marque, un produit à un moment donné, même si, évidemment, on ne peut pas dire directement que les auteurs sont impliqués dans un conflit d'intérêts, mais malgré tout, c'est un élément supplémentaire par rapport à cette étude qui nous fait dire qu'il faut encore une fois faire attention à ces données. En synthèse, au final, les études sont faites, donc ces 5 études sont faites sur des petits échantillons. 4 de ces études ont été réalisées au sein de, à chaque fois, à peu près une clinique en Iran. La seule étude qui a été faite en Espagne, au final, est basée sur un produit spécifique, d'accord, non randomisé, donc les gens pouvaient choisir s'ils voulaient du méthylphénidate ou du safran. Donc il y a quand même beaucoup de biais dans ces différentes études qui nous font dire que oui, ça peut être intéressant d'y réfléchir. De là à passer à l'acte directement de commercialiser ça comme étant une solution directe au TDAH, moi, je serais un petit peu plus prudent par rapport à ces notions. Je vous en ai parlé, l'Iran, c'est la culture du safran dans le monde. L'Iran est de loin le premier producteur mondial de safran. Ils produisent plus de 90% de la récolte mondiale aujourd'hui de safran. Il est quand même assez important de comprendre cet aspect-là. Alors, c'est quand même assez colossal. Et donc, quand on voit que la majorité des études ont été réalisées dans ces pays en question, encore une fois, la question du conflit d'intérêts est importante, surtout que, notamment dans l'équipe, dans l'étude de Baziar notamment, il faut savoir que c'est l'université de Téhéran qui finance l'étude en question. Donc, on peut savoir un petit peu, encore une fois, réfléchir en termes justement de biais potentiels et de conflits d'intérêts par rapport à ces données. Donc, encore une fois, on n'est pas en train d'accuser, on n'est pas en train de réfléchir à ça, mais de se dire que c'est beaucoup d'informations qui, les unes derrière les autres, font réfléchir sur le sujet, justement, de la place du safran. Pourquoi cette vidéo ? Comme je vous l'ai dit au départ, c'est parce que nous avons notamment sur les réseaux sociaux une société quand même qui est extrêmement, représentée. Donc c'est Naali. Naali qui commence justement à développer pas mal de posts autour du TDAH notamment. Pas que, mais vous allez très vite voir, mais qui commence à poster justement et à utiliser la terminologie du TDAH pour justement amener cette question du safran et de la place du safran dans la gestion effectivement du TDAH. Donc c'est intéressant. Alors ils ne disent pas de bêtises sur la question du TDAH et ça c'est déjà plutôt pas mal. Donc on va retrouver des éléments entre le mythe et la réalité. Donc on voit quand même que c'est une communication qui est faite vraiment autour de ces éléments. Ils sont quand même un petit peu plus prudents puisqu'ils amènent de plus en plus la question du complément et pas du remplacement, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début de leur communication, d'accord, de la prise en charge. Donc c'est intéressant de le voir peut-être comme un complément supplémentaire sans pour autant, encore une fois, lui accorder beaucoup de crédit. Pour une raison simple, c'est que
Moi, je suis allé un petit peu voir sur leur site. Donc, on regarde les gommes de TDAH, on voit améliore la concentration. Bon, ben, la dernière étude est plutôt centrée sur la réduction de l'hyperactivité et pas tant sur la concentration dans le cadre du safran. Réduit l'impulsivité, réduit l'anxiété, réduit l'hyperactivité. Alors, s'il existe des études du produit ZenKids, pas des études qui ont été faites dans le safran, ok ? Je veux bien recevoir les études. Parce que si c'est prouvé cliniquement qu'il y a des effets, ça veut dire que c'est bien ce produit-là qui est efficace, pas les études qui ont montré que. Et ça, c'est important, parce que sinon, ça fait un raccourci d'utiliser des résultats d'études. Potentiellement, la composition du produit ZenKid n'est pas celle qui est utilisée dans les études, et donc, on ne peut pas forcément faire le raccourci. S'il existe, parce que moi je ne les ai pas, mais s'il existe des études concrètes de l'efficacité de ZenKids de chez Naali sur le TDAH, je serais très heureux de les recevoir et de pouvoir en parler également. Alors évidemment, moi je suis allé voir un petit peu la composition, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Et ce qu'on va retrouver, c'est qu'effectivement il y a des extraits de safran, 30 mg, c'est ce qui est utilisé dans les études, c'est des capsules de 30 mg de safran. Par contre, attention, on retrouve des oméga 3, qui sont connus pour avoir des effets sur les symptômes du TDAH. On retrouve du magnésium qui peut, dans certains cas, avoir des effets sur la diminution des symptômes de TDAH. Et il se peut très bien, au final, que ça ne soit pas du tout le safran qui a un effet, mais le reste de la combinaison. Encore une fois, on a montré dans la littérature que différentes additions, et notamment de produits tels que les oméga 3 et les magnésiums, pouvaient avoir un effet minime et supplémentaire à la prise en charge traditionnelle sur les symptômes du TDAH. Il ne remplace à aucun moment les prises en charge qui ont montré leur efficacité, ça c'est important, et surtout, d'accord, il n'est pas plus efficace que ce qui est aujourd'hui préconisé. En gros, normalement, ces aspects d'intervention qui sont plutôt, des additions, viennent vraiment, comme certaines études le montrent, être un adjuvant d'amélioration de la prise en charge, notamment par exemple du méthylphénidate dans le cas du safran apparemment, mais ne remplacent pas au final les prises en charge traditionnelles. C'est ultra important pour ne pas tomber justement dans « Ah, c'est naturel, je laisse tomber tout ce qui est médicaments, je laisse tomber les prises en charge parce que ça au moins, ça peut être efficace. » Attention s'il vous plaît par rapport à ça. Aujourd'hui, les études que nous avons sur le safran sont quand même très 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 biaisées a priori, font réfléchir à des conflits d'intérêts. Les résultats ne sont absolument pas généralisables aujourd'hui à ce qu'on retrouve et ça ne fait pas du safran une thérapie à recommander dans un premier temps. Est-ce qu'au final, ça peut être une solution de fin de parcours pour juste encore optimiser d'autant plus la prise en charge existante ? Pourquoi pas ? Mais s'il vous plaît, si votre enfant, votre adolescent ou même en tant qu'adulte, vous avez un TDAH, faites attention évidemment, ce n'est pas une pilule magique, le safran. On ne connaît pas non plus, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas forcément d'effets secondaires. Actuellement, mais au final, cette question-là n'est même pas traitée la plupart du temps dans les études. Il ne serait pas étonnant qu'avec un petit peu de recul, on trouve d'autres éléments. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ces notions-là. La question des approches naturelles, entre guillemets, parce que naturel, ça reste quand même de la composition, on met plein de choses à un moment, mais est en recrudescence aujourd'hui. On vous bombarde littéralement de publicité. Faites attention. Ne tombez pas forcément dans le piège de remplacer tout ce qui a montré aujourd'hui de l'efficacité depuis des dizaines d'années par une forme de marketing de pilule magique qui, encore une fois, je ne remets pas en question la potentielle, le petit plus nécessaire. Moi, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Mais attention à ne pas remplacer fondamentalement les prises en charge qui, elles, ont montré de l'efficacité auprès de professionnels de santé qui sont formés à accompagner les patients. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que la question aura été plus claire, de se baser sur la science et des données qu'ils utilisent pour vendre leur pilule, de vous montrer qu'en fait les résultats ne sont pas si clairs que ça. J'espère que ça pourra vous éclairer. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible en commentaire. Et en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée. Allez, à bientôt.